une heure pour cette conférence. Donc, bonjour à tous et puis bienvenue dans cette nouvelle visio bien-être de Je voyage pour moi. Aujourd'hui, nous avons donc l'honneur d'accueillir Léonard Anthony, qui est spécialiste du surmenage, de la fatigue et de l'hypnose de François Roustan. Il est également auteur du livre « Libérez-vous de la fatigue et profitez de la vie » aux éditions J'ai lu. Donc, bonjour Léonard et bienvenue. Bonjour Magali, merci. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Avec plaisir. Et donc, durant cette heure, on va parler d'un fléau, donc la fatigue, qui touche à peu près 10 à 15% des femmes, des hommes, pardon, et à peu près 20% de femmes. Et dans votre livre, vous décrivez 7 différentes formes de fatigue. Et moi, aujourd'hui, j'aurais souhaité pouvoir aborder celles qui sont plutôt liées au travail, à la vie de famille, mais également mieux comprendre le sommeil, puisque vous avez travaillé beaucoup dessus. Et j'aurais souhaité, lors de ma première question, vous demander finalement quelle est Quand tu vas m'emmerder avec ça, avec ma douche, j'ai pris ta douche. Ah, excusez-moi. Excusez-nous. Merci de ne pas rouvrir vos micros, surtout c'est important. Voilà. Et donc, ma première question, c'est de vous demander quelle est la différence entre la fatigue physique et la fatigue psychique, sachant qu'elles sont quand même étroitement liées. Alors, pour répondre à votre question, je prendrai un biais un peu différent. Oh, il y a un Larsen sur un micro. Alors, je dirais que le vrai sujet, c'est comment est-ce qu'on distingue la bonne de la mauvaise fatigue. Parce que comme vous le dites à juste titre, il est très difficile de dissocier la fatigue physique et la fatigue physiologique. Parce que la fatigue psychique va se ressentir dans le corps et qu'une fatigue du corps, si elle est poussée trop loin, peut se ressentir aussi dans notre manière de penser, notre manière d'exister, notre rapport même à nos idées. Alors, si je répondrais, je dirais d'un point de vue physiologique, je dirais une bonne fatigue, c'est celle dont on se remet rapidement. Vous faites un effort, vous faites du sport, vous arrêtez, au bout de quelques instants, vous êtes moins fatigué. Le sport va avoir lieu n'importe où, chez vous, à l'extérieur, et la nature de l'effort physique peut être multiple et variée. Vous faites l'amour, vous faites un effort physique. C'est une bonne fatigue. La mauvaise fatigue, c'est celle qui nous colle à la peau, qui traîne. Celle qui, quand vous vous installez pour vous reposer, que vous créez une attente, vous vous mettez en pause, continue à perdurer. Celle qui, quand vous vous levez le matin, est encore présente. Celle-là devrait nous interpeller et nous envoyer un signal. Je raconte une histoire souvent, je dis, vous savez, il suffit de se souvenir que quand même la fatigue est un signal positif. Il faut tenir compte du fait que, depuis toujours, la fatigue est indissociable de l'existence. Vous prenez n'importe quel animal, à partir du moment où il s'épuise, il s'arrête. Il s'arrête. Un mammifère s'arrête pour se reposer, pour laisser écouler la fatigue. L'homme de Cro-Magnon, quand il était pourchassé par l'ours, je ne dirais pas le dinosaure parce qu'ils n'ont pas vécu ensemble, mais par un ours, eh bien, à un moment donné, une fois qu'il pouvait échapper à la situation, il s'arrêtait. Là où ça devient intéressant, c'est que Homo sapiens sapiens et Homo sapiens numericus, c'est-à-dire l'homme moderne du 21e siècle, ne s'arrête plus. Nous sommes devenus en quelque sorte des hamsters dans une cage. Et nous avons beau sentir l'épuisement, sentir la fatigue, nous continuons à nous épuiser, à entrer en résistance. Et ça, c'est pour moi la définition la plus simple de la mauvaise fatigue. C'est celle qui ne cesse jamais, même quand on voudrait qu'elle s'arrête, même quand on se met en pause. Voilà. Et donc, on va avoir un ressenti, et on pourrait y revenir en détail si vous le souhaitez, aussi bien sur notre manière de penser, nos idées, notre manière d'interagir avec tout ce qui nous entoure, ce que j'appelle notre écologie immédiate et lointaine, que physiquement, où on peut commencer à se sentir plus à sa place, on peut sentir son corps devenir lourd, son corps ne plus être à disposition. Et c'est là où les erreurs d'interprétation deviennent multiples et variées.
Donc, alors, toutes les personnes, hein, vous pouvez bien évidemment poser comme d'habitude des questions si vous en avez par rapport donc, à différentes fatigues que vous ressentez. Je voulais donc vous parler du monde du travail. On sait que le monde du travail n'est pas toujours facile. On a tous été plus ou moins confrontés à des tracas. Et le burn-out, finalement, c'est un mot qu'on utilise de plus en plus dans le milieu professionnel. Et aujourd'hui, comment dissocier une fatigue d'un vrai burn-out, puisque et surtout, pardon, pouvez-vous nous expliquer les différentes phases et les signaux d'alerte auxquels il faut être vigilant? C'est vrai que le burn-out, on l'emploie de plus en plus. Au final, sa vraie définition, les vrais signaux, il faut pouvoir les identifier. Et pour ça, j'imagine qu'il y a différentes phases d'épuisement, c'est assez progressif. Donc, comment vous pouvez nous éclairer là-dessus? La première des choses, c'est faisons un point d'histoire. La terminologie de burn-out est apparue dans le milieu médical. C'est aux États-Unis que le terme a été employé pour la première fois quand un médecin commençait à observer autour de lui des gens qui étaient surinvestis, qui passaient beaucoup, beaucoup de temps à donner de leur propre personne. Donc, infirmiers, médecins, personnel essentiellement hospitalier, ça prend un sens aujourd'hui dans le contexte que nous venons de traverser et qui pèse encore, même s'il est d'une nature très différente, où il s'est rendu compte que eh bien, cette notion d'investissement-là pouvait éreinter et user la motivation des personnes et même leur capacité à prendre soin d'eux, à avoir du désir, à avoir du goût, à se lever le matin pour venir faire quelque chose pour lequel ils étaient passionnés. Donc ça, c'est un élément clé. C'est-à-dire qu'on note que beaucoup de gens qui sont sujets à des situations de burn-out sont des personnes qui sont souvent surinvesties dans leur métier. Donc c'est un acte volontaire. C'est-à-dire que très souvent, on dit, si on revient à la définition initiale du burn-out, c'est qu'on attribue à tort et à travers le mot en disant je suis en train de faire un burn-out parce que je suis manipulé et j'en peux plus, mon supérieur, mon chef me maltraite, etc. Il faut savoir qu'à la base, c'est avant tout une démarche interne. Donc, ça doit nous questionner sur notre capacité à accepter la situation qui se passe, à se mettre à disposition d'un surmenage, se mettre à disposition d'une surexploitation que d'une certaine façon, on accepte. Et on est toujours, et je mesure mes propos parce que bien sûr, il y a des exceptions, mais on est toujours en partie responsable de ce qui nous arrive. Nous ne sommes pas en train de travailler dans la mine en Bolivie. On a la chance d'être ultra privilégiés en Occident. Donc ça, c'est un point clé. Et donc, le premier signal qui avait été noté par ce médecin qui identifiait, c'est perte d'intérêt. Je perds ma motivation dans quelque chose qui me passionne et qui me porte et qui est d'une certaine façon peut-être même ma raison d'exister, ou en tout cas une des composantes de ma raison d'exister. Quand on fait médecine et qu'on devient médecin, a fortiori, on ne le fait pas pour gagner uniquement de l'argent. Hein, donc, il y a des motivations hautes. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'on observe derrière, après, un certain nombre de facteurs qui sont communs à des formes de dépression, qui sont une fatigue qui nous colle à la peau. On se réveille fatigué. On est fatigué toute la journée. On n'a plus d'élan ni d'allant. Et puis, à ça peut s'ajouter d'autres points. Je perds de l'appétit. Je peux commencer à devenir irritable. Et petit à petit, si ça dégénère en crise de larmes, le burn-out s'associe aussi à une forme de dépression. Donc, bien heureusement, si vous voulez, tout ça n'apparaît pas pour tout le monde. Donc, le terme est employé à tort et à travers. Et beaucoup de gens se retrouvent d'une certaine façon dans ce qu'on appellerait l'antichambre du burn-out, qui est le burn-in. C'est-à-dire, on commence à se consumer. Burn-in. On commence à se consumer, on commence à avoir ces premiers repères qui apparaissent. Et la plupart du temps, les gens, imaginons un foyer, un buisson ardent, pour reprendre une image un peu mythologique, eh bien, la plupart des gens s'en approchent et ont suffisamment le réflexe pour s'éloigner, dire « oh là là, il y a un principe de précaution et de préservation ». Et on est tous plus ou moins là. Je le dis dans le livre que j'ai écrit, moi, plusieurs fois, je me suis approché de ça, et très volontairement, puisque moi, personne ne m'obligeait, si ce n'est
à l'époque où j'avais mon agence de communication, mes clients et puis mes responsabilités à travers les structures dans lesquelles j'étais associé en Asie et en Europe, parce que je voyageais beaucoup. Donc, c'est moi-même qui m'infligeais, ça encore une fois, ma passion pour ce que je faisais me poussait à aller dans ce sens-là. Mais j'avais suffisamment, disons, conscience de la situation pour sentir les choses et me dire, là, tu es en train de te brûler, recule. Mais les gens qui vont trop loin et qui s'approchent trop près du feu, bien heureusement, il n'y en a pas tant que ce qui est employé par le commun des mortels à travers, d'où l'importance, en effet, d'avoir un diagnostic posé par un professionnel de santé. Oui. C'est vrai que au niveau du burn-out, avant d'arriver à un burn-out, en général, le vrai burn-out, c'est on ne peut plus bouger, quoi. Enfin, c'est un espèce de blackout, c'est assez violent. Ça se manifeste toujours de la même façon ou vraiment le burn-out, le vrai, c'est on ne peut plus bouger, on est complètement cloué au lit. Comment ça se passe exactement? Il y a toujours des signaux d'alerte, bien heureusement. Hein. C'est là où le propos de ma démarche, c'est de dire aux gens, apprenez à écouter votre fatigue. C'est-à-dire, cessez de lutter, mais soyez à l'écoute. Si vous êtes à l'écoute de votre fatigue, vous êtes à l'écoute des signaux qui vous sont donnés par un corps qui vous dit, un corps et un ensemble existentiel qui vous dit, oh, je ne sais pas comment te le dire, mais ça va trop loin, réveille-toi. Mais le paradoxe, c'est que nous faisons fi de tout ça parce que nous sommes dans une démarche qui est, ce que je disais, celle du hamster. C'est-à-dire, on se prend tous pour des personnages mythologiques qui sont capables d'avancer. On se croit tous Hercule, quoi. Mais nous ne sommes pas Hercule. Nous ne sommes que des portels et même pas des demi-dieux. Et donc, en condition de mortel, on entend ces signaux. Par exemple, on peut le sentir comme le matin, on est de plus en plus fatigué pour se réveiller. Et souvent, malgré une très bonne nuit, on peut bien dormir toute la nuit et à nouveau se sentir fatigué le matin. Donc ça, c'est les premiers signaux qui vont commencer à arriver. Et il y a un jour où, de plus en plus, on entend ça, et les gens vous disent « Ce matin, je n'ai pas pu me lever. J'avais beau faire ce que je voulais, je n'arrivais pas à me lever. » Ou je suis arrivé devant mon bureau, et là, j'ai senti que si j'entrais, j'allais m'écrouler. Donc, mais avant d'arriver jusqu'à là, et ce que je disais tout à l'heure, il y a cette antichambre, le burn-in, qui est là où tous les sillons, disons, il y a des étincelles qui se propagent. Et toute la notion, c'est comment est-ce que je rentre à l'écoute de ça pour ne pas me laisser happer par un toboggan dans lequel je vais me laisser glisser. Merci beaucoup. Je vois qu'on a déjà des premières questions. Comment différencier du coup la fatigue de la démotivation? Ah, voilà une question d'une grande intelligence et qui demande de subtilité dans la réponse. La perte de motivation peut être expliquée par un grand nombre de facteurs. En l'occurrence, la fatigue peut être la source d'une perte de motivation. Si je suis épuisé, je vois de moins en moins clair. Et si je vois de moins en moins clair, je perds naturellement ce lien avec ce qui me maintient en relation avec ceux que je souhaite mettre en production. Quand je parle de production, je n'entends pas de production au sens industriel du terme. Je parle de production au sens de ceux que je souhaite produire et qui comptent pour moi. Un écrivain produit un texte, un compositeur compose de la musique, c'est une production qui en sort, quelle que soit la nature de la production. Cependant, l'objet de ma production peut devenir source de fatigue aussi. Je m'explique. Très souvent, on peut s'obstiner sur une route. Je dois résoudre un problème. Je cherche la solution. Et une part naturelle de moi va susciter un combat, qui peut être salutaire, parce que c'est ce qui fait que je me tiens à disposition de mon projet. Je suis avec mon projet, je suis disponible pour mon projet, donc je vais m'efforcer, le mot n'est pas choisi par hasard, je vais m'efforcer d'entrer en relation dynamiquement avec le projet, donner tout ce que je peux pour pouvoir être à disposition de ce projet. Mais parfois, je peux m'obstiner. Et si je m'obstine, je commence à m'user. Et si je m'obstine sans mouvement, je vais venir sur la définition de mouvement, je m'éreinte. Et si je m'éreinte, ce qui naît de la relation au projet
va être une forme de démotivation. On l'a tous connu. On essaye de faire quelque chose, on construit un truc et on bute. Ça peut même arriver en montant un meuble Ikea. Je ne sais pas si vous avez déjà fait le coup, mais moi, si j'essaie de monter un meuble Ikea, je peux vite être démotivé au bout d'un certain temps. C'est censé être hyper simple, mais j'y comprends rien. Bon. Ben, si je m'obstine, je finis à un moment donné par prendre le marteau et là, c'est foutu. Mais si j'arrête, je décide de créer un espace temporel, une pause. Donc, je m'autorise à m'extraire de la situation et de me créer une pause, voire de redoubler la pause, donc de faire 2 pauses, finalement, c'est se reposer. Eh bien, je vais créer un espace de respiration à la situation. Et l'idée peut, tout d'un coup, je peux redonner de l'oxygène à ce qui se passe. Et de ce fait, je vais esquiver une source de démotivation. Je vous donne un exemple concret qui m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Je suis en train d'enregistrer une série de podcasts. Et confiné, donc j'ai tout mon équipement chez moi, etc. Et à un moment donné, sur le logiciel de mixage du podcast, je bute sur un truc qui me permet juste de couper et de déplacer un morceau qui ne va pas bien. Et le logiciel, je ne sais pas ce qui se passe, je n'y arrive pas, il ne me propose pas la fonction, il m'emmène dans une mauvaise direction à chaque fois. Je passe 3 heures à essayer de trouver la fonction, et vous savez, je pense que ça doit parler à certains d'entre vous. Je passe 3 heures à essayer de trouver où est-ce qu'il faut que je clique pour que ça marche. Évidemment, je ne trouve pas. Et pourtant, je suis un peu familier avec les outils informatiques. Et je dis, OK, maintenant j'ai un peu d'expérience sur le sujet, je dis, arrête, pas abandonne, arrête. Je pars dîner, je regarde un film, et pendant le film, tout d'un coup, je me dis, mais oui, c'est comme ça qu'il faut faire. Je rallume l'ordinateur pendant le film, et je me pose, et je cherche quelque chose qui me permet, je cherche l'objet de ma réflexion, et je trouve en moins de 10 minutes. Et là, qu'est-ce que je veux vous dire à travers cette histoire et cette illustration? C'est la pause me permet de faire respirer la situation, premièrement. La deuxième chose, c'est la mise en mouvement. C'est-à-dire, je suis sorti de la situation et je me suis mis à bouger physiquement. Je suis mis à bouger dans mes idées, puisque j'ai accordé mon attention à autre chose. Si je me mets à me mettre en mouvement dans toutes les dimensions qui incarnent ma personne, non seulement j'ai créé du repos, puisque le mouvement nous aide à nous reposer aussi, mais j'oxygène la situation, je lui donne une possibilité d'être autrement, d'être vu sous un autre prisme. Je cesse de focaliser sur un angle de ce prisme. Et là, comme quand vous cherchez un prénom ou un mot et que vous ne le trouvez pas, vous êtes déjà arrivé, on cherche un mot, ce mot n'arrive pas, puis tout d'un coup on ne le cherche plus, puis on dit « Ah ben oui, mais c'est ça, le mot jaillit ». Eh bien, c'est la même chose. Eh bien, d'entrer dans cette disposition-là va nous permettre, dans un grand nombre de situations, de ne pas nourrir la démotivation. Je n'ai pas perdu la question qui m'a été posée initialement. Et tout d'un coup, en ne nourrissant pas la démotivation, en oxygénant la situation, je mets au cœur de la situation un élément qu'on a tous tendance à oublier, le mouvement et la création. Notre capacité à imaginer intuitivement des solutions, là où, de manière consciente, notre raisonnement peut vite s'épuiser. Il y a un autre biais qui peut tout d'un coup se mettre en mouvement, c'est notre capacité à imaginer. Et notre capacité à imaginer est d'autant plus fécond qu'on ne le sollicite pas directement. D'ailleurs, en parlant de pause, c'est ce que vous préconisez aussi dans le monde du travail, de faire des pauses clope sans clope, en fait, justement pour nous permettre de s'aérer un peu la tête et finalement d'être plus productif après. Oui, parce que en fait, j'ai noté dans un certain nombre de formations que j'ai pu animer dans des entreprises ou de conférences que j'ai pu donner que bien, les fumeurs, ils font tous des pauses. C'est un truc induit. Les fumeurs vont faire des pauses régulièrement pour fumer. Et les non-fumeurs, ils restent scotchés à leur poste de travail. C'est quand même paradoxal. Donc un jour, j'ai dit, écoutez, j'ai proposé à une personne, je lui ai dit, vous allez faire des pauses clopes vous aussi. Elle m'a dit, mais je fume pas. Je lui ai dit, si, vous allez vous y mettre. Elle me dit, mais je n'ai pas envie de fumer. Je lui ai dit, si, vous allez fumer, mais avec les doigts, sans clope.
Et donc, encore une fois, le geste. Donc, je lui dis, à chaque fois que vous voyez un fumeur partir faire une pause, vous vous autorisez, parce qu'il y a de ça, rappelez-vous, s'autoriser à, puisqu'on s'autorise parfois à se laisser malmener, on peut aussi s'autoriser à bien à prendre soin de soi. Je dis, vous allez faire des pauses et vous irez, à chaque fois que vous verrez quelqu'un, un fumeur, aller faire une pause club, bah, vous ferez une pause club, mais sans club. Et ça a fait école, donc ça a été repris par un grand nombre de journalistes qui disent maintenant on fait la pause club sans club de Léonard Anthony. Et donc, mais au fond, il y a une idée vraiment forte qui est celle de se dire vous avez le droit, même dans des situations où ça ne paraît pas possible, de reprendre votre vie en main, d'écouter votre fatigue. Pour vous donner un autre exemple, il m'est arrivé un grand nombre de fois de proposer à des gens qui étaient épuisés, donc ils arrivaient au bureau éreintés ou à leur lieu de travail éreintés, parce qu'ils dorment mal, pour des raisons pathologiques ou passagères. Et après le déjeuner, vous savez, on a la digestion qui se met en place, on est un peu crevé, etc. Et ils traînent devant leur façon de travailler, ils ont les yeux comme ça, ils tirent. Et je leur dis, mais pourquoi vous ne faites pas une sieste de 10-15 minutes? Je leur apprends des techniques d'auto-hypnose et autres pour pouvoir entrer dans une somnolence, même s'ils ne dorment pas. Et il me dit, mais je ne peux pas, je suis dans un open space. Et je dis, et alors? Et donc, une fois, j'avais une femme qui était devant moi et je lui dis, mais quand vous étiez enceinte, elle a des enfants, ça vous est arrivé jamais d'être fatiguée dans la journée? Elle dit, ah si, j'avais une technique imparable. Je dis, ah bon, laquelle? Elle dit, bah, j'allais dans les toilettes, je fermais la porte et je dormais sur le trône. Et elle me dit, mais vous savez, beaucoup de femmes font ça. Et je dis, ah ouais, bah, c'est une super technique. Je lui dis, pourquoi vous ne le faites pas maintenant? Elle dit, bah, c'est vrai. Bah, je dis, bon, voilà. Je dis, mais sinon, dans votre open space, là, vous voulez pas essayer? Elle dit, ah non, je ne peux pas, j'aurais l'air d'une conne. J'ai dit, vous pouvez choisir, avoir l'air d'une conne ou être épuisé. Je lui dis, prenez le temps, attendez. Elle me dit, bon, bah, je préfère avoir l'air d'une conne. Je dis, bon, bah, très bien. Donc, quelques semaines plus tard, elle revient et elle me dit, mais vous savez quoi, ce qui est assez drôle, c'est que maintenant, il y a des gens dans l'open space qui m'imitent. Parce qu'ils voient que je récupère vachement vite. Donc, c'est à nouveau s'autoriser. Le ridicule était quelque chose d'assez extraordinaire, qui nous enferme, qui nous lie, qui nous fige. C'est bien, s'autoriser à avoir l'air d'un con, c'est nous ouvrir à une nouvelle disposition où tout d'un coup la fatigue peut devenir quelque chose qu'on peut entendre, peut devenir ce que j'appelle une alliée. On peut s'allier à notre fatigue pour exister totalement différemment. Merci beaucoup. Donc, on trouve la fatigue un peu partout, et notamment une que l'on trouve, qui va parler, je pense, à beaucoup de personnes qui sont présentes ce soir, que l'on trouve également au sein de notre propre famille. Vous expliquez finalement que les femmes subissent au sein de leur famille une charge mentale importante et qui a une forme finalement de sacralisation. On doit être à fond sur tout, au top sur tout. On doit faire plaisir à nos maris physiquement, être disponible. On doit gérer les enfants. Pour tout, les emmener de partout, on veut essayer de leur faire plaisir, les anniversaires, etc. Et pour finir, on s'oublie. Et donc, vous expliquez très bien ça. Et j'aimerais bien que vous nous expliquiez justement ce mécanisme qui finalement nous dessert et nous conduit et nous épuise finalement au quotidien. Les femmes, c'est clair que vous en parlez, il y a des solutions, il faut pouvoir avoir un espèce d'égoïsme que vous appelez l'égoïsme positif, et j'aimerais bien que vous puissiez nous en parler, nous faire partager ça. Bon, je vois en regardant le mur qu'il y a beaucoup de femmes, à part Yves, qui on doit être les seuls, donc je ne vais pas vous contredire. Je vais avoir que des alliés là, mais il y a une chose qui est évidente, et le confinement nous a montré une certaine forme de réalité. L'école à la maison, c'est souvent les mamans qui le font. Et les femmes sont souvent beaucoup plus disponibles pour les familles dans le quotidien, même si les choses ont beaucoup bougé dans ces dernières décennies, mais au moins la dernière décennie. La révolution féminine entamée dans les années 60 a évolué significativement. Mais il est certain qu'il y a une charge qui pèse de manière importante. On pourra élargir un peu la discussion sur le sujet parce qu'elle est très complexe et pas facile à mener, mais
Le propos dans le chapitre que j'ai mené, la réflexion que j'ai menée sur le chapitre de la famille est d'une certaine façon assez simple. Je rappelle une chose importante, me semble-t-il, c'est que dans un certain nombre de personnes que je vois et qui m'interrogent en séance, dans les séances que j'anime, aussi bien collectives qu'individuelles, il y a un point qui vient souvent, c'est la notion de sacrifice. C'est jamais dit comme ça, mais on note que les personnes qui vivent d'une fatigue familiale importante sont des personnes qui s'éteignent petit à petit. Et qui s'éteignent petit à petit parce qu'elles sont trop à disposition de tout le monde. Et si on prend l'exemple tout à l'heure que vous donniez des femmes, eh bien, elles ont des vies actives, elles travaillent de plus en plus, si ce n'est pas toutes aujourd'hui, elles s'occupent des enfants beaucoup, elles gèrent une grande partie de l'intendance, et très souvent, tout cela vient se substituer à des choses qui comptaient pour elles. Je vais vous raconter une histoire, je crois que j'ai mentionné dans le livre, mais un jour, je reçois une dame qui me dit voilà, moi, je suis au bord du craquage, je suis complètement épuisé par ma famille, mon travail ne m'intéresse plus, donc on commence à rentrer dans une forme de burn-out aussi. Bref, plus rien ne compte pour moi, et je n'ai plus de saveur. Et à cette dame, je lui dis, mais madame, racontez-moi votre journée. Et elle me raconte sa journée, ça ressemble un peu à ce que j'ai énuméré tout à l'heure. Et au bout de quelques temps, la discussion se poursuit et je lui dis, mais qu'est-ce qui compte pour vous? Et elle me dit, ben, mes enfants, mon mari. Je dis, non, 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 mais pour vous, qu'est-ce qui compte pour vous? Elle me dit, mon travail. Je lui dis, ça j'ai compris, mais pour vous? Je lui dis, attendez, laissez venir. Ne vous précipitez pas dans la réponse. Laissez venir et voyez. Et elle me dit, moi, ce qui compte pour moi, c'est courir. Et je lui dis, quand est-ce que vous courez? Elle me dit, jamais. Je n'ai pas le temps. Et donc, il y a une notion de sacrifice de ce qui comptait, qui était essentiel dans sa vie, qui était courir. Rappelez-vous ce que je disais tout à l'heure, la mise en mouvement. Je vois un commentaire de Camille qui dit, souvent, j'ai l'impression de moins souffrir de la fatigue si je m'active et si je n'y prête pas attention plutôt que si je m'y attarde. Et je fais la corrélation parce qu'on est dans la notion de mouvement. Et en effet, si je focalise sur la fatigue et que je ne pense qu'à la fatigue que je subis, c'est une chose. Le vrai sujet, c'est si j'y prête pas attention, je peux, en effet, m'extraire de la fatigue. Le sujet, c'est est-ce que si je ne fais jamais attention à la fatigue, dans la durée, je ne vais pas, à un moment donné, prendre un coup de revers. Mais qu'est-ce qui est intéressant avec cette femme? C'est le corollaire de ce qu'il dit. Elle se fige. C'est-à-dire qu'elle essaie, elle ne fait pas attention de sa fatigue. Elle la repousse. Elle dit, je dois m'occuper de tout le monde. Je n'ai pas le choix. Mais je subis la fatigue. Mais j'essaie de la repousser. Eh bien, mon invitation, à ce moment-là, c'est de réintégrer ce qui la tient en vie, qui pousse la vie dans son existence comme un moteur. Le moteur, c'est la course pour elle. Ça peut être le violon pour quelqu'un d'autre. Mais pour elle, c'est la course. Donc, je lui dis, remettez-vous à courir. Et vous allez vous remettre à courir régulièrement. Et c'est là où j'intègre cette notion que j'appelle égoïsme positif. Je dis, soyez égoïste. Parce que si vous devenez égoïste de façon positive, par ricochet, tout le monde va en bénéficier. J'élargis un peu le sujet, mais si vous voulez, on ne peut pas être disponible pour tout le monde si on n'est pas disponible pour soi. Tout le monde va payer à un moment ou à un autre. La relation que vous avez avec votre conjoint, elle va se dégrader. Votre conjoint vous dira j'en ai marre, tu n'es jamais là quand j'ai besoin de toi, le soir, tu n'es jamais disponible, tu fais la gueule tout le temps, etc. etc. Pourquoi tu fais la gueule? Parce qu'en réalité, d'une certaine façon, on a passé son temps à se sacrifier pour les autres. Et si on se sacrifie pour les autres, eh ben, on n'est plus en présence de soi. Quand on n'est plus en présence de soi, alors, de façon indicible, souterraine et sous-jacente, on le fait payer à tout le monde. Donc, c'est extrêmement important de réintégrer cette notion d'égoïsme positif dans l'existence. Parce que l'égoïsme positif a ceci qu'elle fait jaillir un tissu relationnel totalement modifié. Et de ce fait,
si je me remets en mouvement, encore une fois, pour ceux qui comptent pour moi, alors là, il y a un effet qui se coule parce qu'elle se remet en mouvement physiquement. Et on sait que si on est en mouvement physiquement et qu'on réintègre de la bonne fatigue, on donne à la mauvaise fatigue la possibilité de s'échapper, alors la vie peut entrer dans un changement profond. Au niveau du sommeil, pour certaines personnes, dormir est une perte de temps, quand pour d'autres, c'est un vrai art de vivre. Et nous n'avons donc pas tous le même rapport au sommeil. Et pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur le fonctionnement? Puisque dans votre livre, quand même, dormir, ce n'est pas en fait une période où il ne se passe rien du tout. Bien au contraire, c'est très actif. Alors bon, vous avez déjà dit beaucoup de choses dans votre question, mais alors, première chose, c'est que moi, je ne suis pas spécialiste du sommeil au sens physiologique du terme, mais donc je vais m'attarder plutôt sur un aspect sociétal. Nous ne sommes pas tous égaux face au sommeil. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont besoin de dormir plus que d'autres. C'est une réalité. Et beaucoup d'études viennent et nous disent il faut dormir tant d'heures. Il y a des tonnes de livres qui sont sortis nous expliquant que le sommeil c'est important, alors que, souvenez-vous, dans les années 80, on nous expliquait à quel point pour exister vraiment, il ne fallait pas dormir. Alors, moi, quand j'étais au lycée, je me souviens, j'avais comme modèle Thomas Edison qui dormait 4 heures par nuit, Tesla qui en dormait 2 heures par nuit. Donc, on nous racontait en permanence que si tu ne dormais pas, c'est que tu étais un vrai mec, quoi. Et sans parler de tous les revues business, etc., qu'on voyait sortir et qui nous disaient l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt et se couchent tard. Donc, globalement, il valait mieux pas se coucher, si on va jusqu'au bout du truc. Donc ça, on a été asséné pendant une période avec cette dynamique-là. Et maintenant, on est asséné avec le contraire. C'est si tu ne dors pas assez, tu es à côté de la plaque et tu vas le payer très cher. Donc, il y a ces messages-là, et globalement, les gens ne savent plus où ils habitent. Donc, on dit, mais attends, il faut dormir ou il ne faut pas dormir? Donc, il y a une vraie interrogation sur notre rapport au sommeil. Et moi, ce qui me semble important, c'est de dire aux gens, est-ce que vous êtes fatigué le matin quand vous vous réveillez? Est-ce que vous avez l'impression d'être crevé? Oui ou non? Alors, il y a des gens qui me disent, ben non, j'ai dormi 6 heures, mais ça va bien. Je dis, bon, ben, alors c'est quoi le problème? Vous avez bien dormi? Oui, ben, j'ai bien dormi. Bon. Et vous avez dormi 8 heures? Oui, j'ai dormi 8 heures, mais ça ne va pas, je suis crevé. Bon, ben, faut peut-être regarder s'il n'y a pas un problème biologique derrière, ou est-ce qu'il n'y a pas un problème? Est-ce que vous en avez parlé avec votre médecin? Est-ce que vous avez pensé à faire un test au centre du sommeil pour voir si vous ne faites pas de l'apnée du sommeil? Donc, à chaque fois, il faut regarder spécifiquement la situation. Mais derrière ça, il y a un autre point qui est très important, qui est que nous devons, il me semble, changer notre rapport au sommeil et le mettre plus en relation aussi à notre état de fatigue. Je vais vous raconter une histoire qui, moi, m'avait subjugué. J'avais donné une conférence en Bretagne. Je crois que c'était à La Baule. Et il y avait 400 ou 500 personnes. Et je me rappelle, il y avait beaucoup, c'était en hiver, et il y avait beaucoup de retraités qui étaient là. Et donc, on me pose beaucoup de questions sur le sommeil. Et à la fin de la conférence, je dédicaçais des livres. Et vous ne pouvez pas savoir le nombre de personnes, donc retraités, qui viennent me voir et qui me disent, vous savez, ce que j'ai retenu de votre conférence, c'est que maintenant, je m'autorise à faire la sieste. J'ai le droit de faire la sieste. Je leur dis, mais comment ça? Et ça, en boucle. Ce n'est pas une ou deux personnes, c'est une quinzaine de personnes. Ils me disent, ben, le fait que vous nous ayez dit que vous fassiez la sieste, on s'est dit, ben, nous aussi, on a le droit de faire la sieste, on peut faire la sieste. Et donc, aussi, on est quand même dans un monde qui marche sur la tête et paradoxal. Et je me rends compte à quel point il est important que je réaffirme cette notion, c'est-à-dire que si vous êtes fatigué, reposez-vous. Donc, moi, je fais la sieste tous les jours et c'est absolument délicieux. J'ai accentué ça quand je suis allé en Provence et j'ai découvert un art de la sieste. Alors là, c'est érigé en principe fondamental et existentiel, mais je veux dire, si je fais une mini-sieste, une micro-sieste ou une sieste plus longue, moi, je me suis retrouvé, je racontais ça à une psychologue avec laquelle je travaille, je lui disais, tu sais, au début du confinement, je n'ai pas compris ce qui m'est arrivé, mais je dormais 2 heures par jour l'après-midi. Mouvement irrépressible, je ne pouvais pas faire autrement. J'ai une tonne de travail, etc. Et j'ai juste accepté. Il fallait que je dorme 2 heures par jour. Donc, je dormais 2 heures par jour, ça a duré 3 semaines. Et au bout des 3 semaines, je ne sentais plus le besoin. Et vous voyez, je suis entré en relation avec ce qui se passait. J'ai accepté le fait que j'avais besoin de dormir
probablement parce que les appels téléphoniques que je gérais, les téléconsultations, etc., me demandaient un effort plus important. Comme beaucoup d'entre nous, j'étais en relation avec une situation anxiogène globale, donc ça c'est une situation épuisante. On l'absorbe, cette situation. Même quand confiné, on absorbe la situation. Donc on est plus ou moins sensible aux choses. Et donc moi, je pense, avec l'aide justement de cette amie, elle me dit, mais tu sais, tu étais probablement en train d'écouter avec une acuité plus grande, donc ça t'épuise. Donc tu as l'intelligence de ne pas résister. Je dis, oui, ça j'ai un peu travaillé sur le sujet. J'ai payé cher avant, mais maintenant j'ai compris. Et donc, je me suis mis à l'écoute de ça. Donc, ce que je veux dire, c'est si vous êtes crevé, si vous sentez votre fatigue, vous dites, là, je me traîne, arrêtez-vous, fermez les yeux, asseyez-vous. Il y a beaucoup de techniques diverses et variées pour pouvoir. Mais globalement, la technique, elle dit une seule chose, c'est assis-toi, attends, ne fais rien. Ferme les yeux si tu peux. Et quand tu sens que ça va, tu te relèves. Après, il y a plein de façons d'entrer là-dedans, mais globalement, c'est ça. Et ce qui est paradoxal, c'est que je suis obligé d'apprendre aux gens à faire ça. Oui, puis vous l'expliquez très bien finalement. Moi, ce que j'ai trouvé super dans votre livre, puisque votre livre, c'est aussi Libérez-vous de la fatigue et profitez de la vie, vous expliquez vraiment, je trouve, comment opérer un réel changement pour que cette fatigue, finalement, elle devienne une vraie alliée. Donc, vous parlez et vous prenez l'écologie humaine, qui est finalement, nous, pour avoir fait beaucoup de conférences sur le bien-être, on voit que l'essentiel, et c'est un petit peu tout ce que vous nous expliquez ce soir, c'est de quand même s'écouter, d'écouter sa fatigue pour aller mieux, peu importe l'environnement, qu'on soit en famille, qu'on soit dans le milieu du travail. L'essentiel, c'est quand même de l'apprivoiser, de l'écouter. Et donc, je trouve que vous avez vraiment l'art et la manière dans votre livre de nous expliquer comment revenir à soi. Vous expliquez ça, comment finalement entrer en relation avec notre maison intérieure pour vraiment vivre bien, vivre en adéquation avec nos envies, ce que l'on sent. Si j'ai envie de dormir, je dors. Si j'ai envie de faire du sport, en gros, j'en fais parce que c'est pour mon bien-être en fait. Et vous l'avez mis à travers la fatigue, bien sûr, c'est le sujet, mais je trouve que vous avez vraiment très bien décrit, et vous décrivez très bien ce retour à soi. Et donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur justement ce qu'est pour vous l'écologie humaine en fait? Alors, je vais repartir de votre question pour arriver à cette notion d'écologie humaine. La première des choses, c'est oui, vous avez raison, c'est-à-dire qu'en interrogeant cette notion de fatigue, que j'ai découpée à travers 7 thématiques dans le livre, grosso modo, j'interroge, c'est une fatigue existentielle que je questionne, et jusqu'à le rapport à la maladie qu'on peut avoir. Mais au fond, à travers la question que je pose en relation avec ce mot, fatigue, qu'on emploie dans tous les sens, j'interroge la relation que nous avons avec notre propre façon de vivre, notre propre façon d'exister. Je voudrais en profiter pour répondre je vois un message là, à Evelyne qui dit c'est difficile de devenir égoïste quand des habitudes de disponibilité ont été prises. Eh bien, Evelyne, en relation avec la question de Magali, si vous voulez, je voudrais vous dire ceci, c'est fondamentalement vrai, mais votre capacité à décider de vivre, elle repose uniquement dans vos mains. Je me rends bien compte de la radicalité du propos que j'ai et à quel point des gens peuvent me dire « Tu as raison, c'est facile à dire. » C'est facile à dire. Mais si je n'avais pas pris cet axe-là, je n'aurais jamais écrit les livres que j'ai écrits. Si je n'avais pas pris cet axe-là, je n'aurais jamais vécu les différentes vies que j'ai eu le privilège de vivre. Tout dans la vie nous prédispose à nous retrouver dans des recoins où les choses ne sont pas simples, à nous retrouver piégés et coincés. Toutes les routes nous mènent à des impasses. Il y a peu de chemins qui nous mènent à des ouvertures. La seule question,
au fond, qui mérite d'être posée, c'est est-ce que nous sommes prêts à ralentir pour observer nos vies et pour décider, avec tout ce qui fait de nous des êtres vivants, à choisir le chemin qui n'est pas une impasse. Et ça, c'est le fondement, grosso modo, de mes interrogations. Elles prennent différentes formes. Mon livre sur la fatigue en est une, mon livre sur le désir en est une autre, mon livre sur l'hypnose écologique, et je vais venir à la question que vous posez, est un autre dérivatif. À chaque fois, mais je tourne au fond autour de cette question, parce que le nombre de fois où je reçois des gens qui, au fond, derrière toute la plainte qui est posée sur la table, revient à interroger une question qui est, au fond, quel est le sens de ma vie? Que suis-je et qui suis-je? Et il n'y a pas de réponse à cette question. Les philosophes se sont posés pendant des siècles devant cette impasse-là, encore une fois, elle est intéressante intellectuellement, mais la seule réponse qui émerge, c'est qu'est-ce que je décide de faire à cette intersection? J'y vais pas. Mais c'est l'attente, la mise en relation avec tout ce qui est, qui nous ouvre à cette disponibilité. Alors, ça m'amène à définir et à répondre à votre question, qu'est-ce que l'écologie? Au sens auquel je l'expose dans mes travaux. Il ne s'agit évidemment pas d'écologie politique, même si on pourrait dire que c'est une forme d'écologie politique. À force de courir comme des dingues, de devenir à nouveau ce hamster que je décris, nous nous retrouvons à nous laisser embarquer, à nous laisser prendre par un mouvement, par un tapis roulant, si je voudrais employer une image. Et le tapis roulant, il se déroule à l'infini. C'est le tapis roulant de la vie. Et on se dit pas, à un moment donné, vous savez, dans les aéroports, il y a des tapis roulants, puis après, à un moment donné, on marche un peu, puis après, on peut prendre un tapis roulant ou marcher sur le côté. Mais nous, on va tellement vite sur le tapis roulant qu'on est projeté directement sur le tapis suivant. À force, on se dissocie de soi, de ce que l'on est. On passe de plus en plus à côté de ce qui nous définit comme un être vivant, comme un être animé, un mammifère qui a une capacité d'interagir avec ce qu'il est, ce qu'il ressent et ce qui l'entoure. Vous voyez, plus nous entrons dans l'ère digitale, par exemple, pour illustrer de manière extrême ce que je décris, et plus nous épuisons et nous éreintons certaines de nos facultés à force de ne pas les solliciter. Je vous donne deux exemples qui vont vous parler immédiatement. Qui se souvient de numéro de téléphone aujourd'hui? Ah, voilà, il y en a un. Lui, monsieur Vantaille est une exception. Oui, mais monsieur, moi, aujourd'hui, je me souviens des numéros de téléphone que je connaissais avant d'avoir un téléphone portable, c'est-à-dire ceux de ma mère, de ma grand-mère, etc. Mais tous les nouveaux numéros que je rentre à toute vitesse, je ne m'en souviens pas. Donc, à force de déléguer ma mémoire à mon téléphone, je suis en train d'épuiser ma mémoire à force de ne pas la solliciter, premièrement. Deuxième chose, notre capacité à nous orienter. Maintenant, et moi le premier, je sors du métro, je sors mon téléphone portable pour me diriger dans une rue qui se trouve à 3 rues. La capacité à m'orienter est en train de diminuer. Et à force, nous sommes en train de substituer un certain nombre de nos fonctionnalités, de nos capacités, à un appareil qui devient une extension de nous-mêmes. Et vous n'avez pas remarqué, quand on n'a pas notre téléphone, on est en panique. Combien de personnes sortent sans leur téléphone maintenant? La pétoche, tu rentres tout de suite chez toi le chercher. Ah bah toujours, monsieur Vantaille. L'exception parmi nous, bravo. Mais globalement, les gens sont en panique. Et ils ont raison d'être en panique parce que nous ne faisons qu'une chose, c'est déléguer des fonctions. Et je me souviens un jour un monsieur qui était venu à un cours de méditation que j'organisais, qui s'appelait Exploration du silence. Et il arrive, il rentre dans la salle, je crois que je raconte dans le livre, et il dit, tremblotant, il me dit, j'ai plus de batterie, vous n'auriez pas un chargeur? J'ai plus de batterie. La sémantique est intéressante. Donc le téléphone est devenu lui. Donc, son rapport
à ce qu'il est totalement en train d'être modifié par rapport à l'homme qui existait il n'y a même pas encore 80 ans, ou il y a même 30 ans. C'est déjà en train de, notre définition d'Homo numericus est différente d'Homo sapiens tel qu'il l'était. Et notre relation à l'environnement, à l'écologie plus globale que l'écologie purement humaine est en train de se déchiqueter. Et le confinement nous a apporté un regard intéressant parce qu'on a vu qu'en confinant les hommes, on a déconfiné la vie autour de nous. Les oiseaux se sont mis à se reproduire de manière significative, les abeilles aussi. Donc on a déconfiné la nature. On est dans une situation assez paradoxale. Notre rapport en tant que faisant partie de l'ensemble d'un écosystème vivant global est complètement en inadéquation avec ce qu'il devrait être. Et de croire que ça n'a aucune incidence sur notre rapport à éprouver et à expérimenter le monde est une aberration complète. Pour aller jusqu'au bout de mon propos, j'ai souligné à plusieurs reprises qu'à l'inverse, de ne pas considérer sa fatigue ne peut pas nous permettre non plus d'entendre la fatigue du monde. Ce que je veux dire par là, c'est si vous n'avez aucune considération pour votre propre fatigue, si vous ne savez pas l'écouter, si vous ne savez pas l'entendre, si vous ne savez pas lui donner une place, comment voulez-vous donner une place à l'épuisement des ressources de la planète? On ne peut comprendre et appréhender que ce que l'on ressent dans sa propre intimité, ou du moins qu'on accorde dans sa vie. L'expérience purement intellectuelle externe est réservée évidemment aux modélisations mathématiques, aux scientifiques qui travaillent sur des problématiques de physique cosmique et qui sont sur des équations. Mais dans l'expérience de la vie, vouloir dissocier les deux est déraisonnable. Merci beaucoup. Je crois que... Est-ce que vous avez le temps pour une dernière petite question? C'est vrai qu'on aurait dû aborder plein de choses parce que, et je conseille vivement tout le monde à lire votre livre parce que vous expliquez aussi la différence entre ne rien faire et ne faire rien. Ça aussi, ça va avec cette notion justement adapter le temps à soi finalement, à ce que l'on aspire. Et ce n'est pas forcément évident, mais je vois qu'il y a plein de questions. Alors en plus, il y en a qui sont... c'est pas Angélique, est-ce que tu... Ah bah oui, il y a bien plein de questions. Malheureusement, on ne va pas pouvoir répondre à toutes. Donc, veuillez nous excuser par avance si je ne choisis pas votre question. On a une question d'Agathe qui nous demande qu'est-ce qu'il en est de la fatigue liée à la maladie chronique? Comment l'apprivoiser au mieux? Alors, j'ai consacré un chapitre complet de mon livre à cette question-là parce que je suis moi-même atteint d'une maladie chronique et qui ne va pas en s'améliorant. Et j'ai donc essayé de regarder très personnellement, avant d'avoir été contacté par plusieurs médecins hospitaliers qui m'ont demandé, après la lecture de mon livre, de le proposer, disons, d'ouvrir une certaine forme de lecture des choses. Je ne possède évidemment aucune vérité, mais j'ai noté 3 choses. La première des choses, c'est quand on est atteint d'une maladie chronique, on a une fatigue qui est liée à l'expression de la maladie. Vous faites une crise, quelle qu'elle soit de votre pathologie, cette crise-là va vous épuiser. C'est une réalité. Mais maintenant, il y a 2 autres fatigues qui l'entourent, qui sont celles de la peur de la crise. Parce que nous le savons tous, quand on est atteint d'une maladie chronique, on a des crises plus ou moins fortes. Mais si on a peur de la crise, celle qui commence à naître, si on commence à se figer autour d'elle, alors on va s'épuiser très vite d'une situation qui n'existe pas encore forcément. Parce que dans un certain nombre de cas, la crise ne sera pas aussi paroxytique que celle qu'on anticipe. Donc ça, c'est une vraie source de fatigue et donc dans le livre, je décris comment moi je travaille sur ces sujets-là. Et enfin, il y a une dernière fatigue qui est celle qui suit la crise et qui est celle de l'angoisse de la suivante. Et là encore, j'ai mené des travaux sur ce sujet. Donc, pardon, mais si je réponds à ça, j'en ai pour 20 minutes, mais
j'ai vraiment travaillé sur le sujet parce que c'est un sujet qui m'est propre, intime, et que j'ai beaucoup exploré avec un certain nombre de pathologies qui m'ont été demandées de regarder par des médecins spécialistes, rhumatologues, gastro-entérologues, avec lesquels je collabore, autour de leurs patients. Et je ne sais plus qui, Agathe, c'est un vrai sujet. Voilà, c'est une question qu'il faut regarder parce que de considérer la fatigue qui est liée à la pathologie, et attention, je ne parle pas de la pathologie qui est celle de la fatigue chronique, qui est encore un autre sujet considéré, où l'apnée du sommeil, c'est vraiment très spécifique. Mais celle liée à une maladie chronique, c'est un sujet en effet qui mérite notre attention. Eh bien, merci beaucoup, Léonard, de nous avoir accordé 1 heure de votre temps. C'est vrai que le mieux, c'est de vous conseiller de lire le livre, puisqu'il y a donc 7 chapitres sur la fatigue. Et justement, il y a aussi cette façon de nous apprendre à cheminer et de faire en sorte de pouvoir en faire une vraie alliée plutôt que de lutter contre. Et je vous conseille donc, vous allez voir, voilà, la couverture du livre de Léonard. Et en tout cas, je sais que vous devez nous quitter. Je vous remercie beaucoup, en tout cas, de nous avoir accordé du temps. Et puis la semaine prochaine, nous allons avoir Caroline Gaillet qui nous parlera de prendre soin de sa santé au naturel. C'est une phytothérapeute qui nous expliquera vraiment comment prévenir sa santé en priorité à travers tout ce qui est plantes, huiles essentielles. Donc voilà, n'hésitez pas à aller écouter en replay si vous voulez cette conférence. N'hésitez pas à partager sur notre site internet. Et merci encore, Léonard, pour votre disponibilité, toutes ces explications. Et puis, je vous dis donc à bientôt et à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci à vous tous, c'était un plaisir. Merci. Merci. Merci à tous. J'ai mis le lien d'inscription donc dans le chat. Comme ça, vous pouvez l'avoir. Pour les autres, pour ceux qui n'ont pas encore l'habitude, je vous invite à aller liker notre page Facebook. Suivez-nous sur Instagram. Et puis, on vient tout juste de sortir notre site internet. Donc, allez le voir. Dites-nous aussi ce que vous en pensez en commentaire sur Facebook. Donc, c'est www.je-voyage-pour-moi.com. Merci à tous et puis à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.